Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième édition du Forum Métatlantique. Je suis Mickaël Thomas, délégué général du cluster Métatlantique. Je vais prendre juste un petit instant pour que vous puissiez me voir, puisque nous allons devoir garder le masque sur l'ensemble de la journée. Voilà, pour des raisons évidemment sanitaires que vous connaissez. Donc bien sûr, ouais, je vous disais, troisième édition du cluster du Forum Métatlantique. Alors Forum, d'habitude, c'est plutôt un rassemblement, justement, hein, tel qu'on l'opère habituellement, avec un côté humain et convivial. On a décidé tout de même, évidemment, de pouvoir maintenir cet événement aujourd'hui dans un format forcément un peu particulier, et on s'excuse déjà par avance un petit peu du retard, mais évidemment, on met en place tous les moyens techniques pour nous permettre de passer une journée assez dense et variée, puisque justement, aujourd'hui, on va pouvoir avoir environ 7 conférences qui vont se dérouler aujourd'hui, avec à peu près 25 intervenants. Des intervenants qui seront en ligne et des intervenants qui seront aussi présents sur le plateau aujourd'hui. Mais effectivement, avec l'actualité et l'activité aussi riche de la filière méthanisation, on se devait de maintenir cet événement pour vous permettre justement d'avoir un certain nombre d'informations et qu'on puisse échanger. Donc évidemment, on vous invitera à poser vos questions par le chat, à défaut de vous avoir en réel dans la salle. Donc voilà, je vais laisser la main, je vous retrouverai tout à l'heure dans quelques minutes suite à l'introduction pour parler un petit peu plus de l'association, mais je vais laisser la main à Arnaud Pigeon qui va tout au long de la journée animer cet événement. Merci Mickaël, bonjour à toutes et à tous pour ce forum du cluster Métatlantique. Et on est dans un format un peu particulier qui est dû aux circonstances, et donc on a été obligé de caler toutes les séquences sur une base assez serrée, environ 10 minutes par séquence, et on demandera à tous les intervenants de respecter autant que c'est possible ce petit protocole. Ça nous permettra de faire à la fin de chaque séquence un débat, un temps de discussion d'une dizaine, une quinzaine de minutes, et c'est très important. On le disait, on l'a pas assez dit, où la région Pays de la Loire est depuis le départ un très fort soutien de la filière biogaz. Elle a toujours été partie prenante, et particulièrement maintenant auprès du cluster Métatlantique. Son soutien n'a jamais fait défaut, et donc il faut d'abord remercier et ensuite présenter la région, donner la parole. Alors je crois que c'est Franck Dumaître qui commence. Non, Laurent Giraud. Donc c'est bien Laurent Giraud qu'on attendait, qui est donc vice-président, conseiller régional en charge du développement durable, qui a dû se connecter et qui va nous rejoindre à l'instant. Monsieur Giraud, êtes-vous parmi nous? S'est-il connecté? Ça, c'est le bonheur du direct à distance. Oui, je vous confirme, c'est simplement le temps de rétablir le son. Merci, monsieur Giraud. Je suis bien là, je vous ai écouté avec un grand intérêt, valoriser l'engagement de la région. Je vous remercie. Bonjour à tous, puisque vous me donnez la possibilité d'intervenir pour la région et la présidente. Je voudrais dire combien je suis heureux de participer à ce webinaire, à ce forum, qui plus est à Terra Botanica. Bon, ça c'est une petite boutade. Vous savez combien on est attaché à la région à Terra Botanica, et je sais combien vous avez fait en sorte que ce forum se maintienne malgré les circonstances. Pour moi, c'était vraiment... Je vous en remercie parce que c'est très compliqué. Vous dire notre engagement à la région, d'abord parce que on soutient directement, comme vous l'avez dit, Métatlantique, mais plus généralement parce qu'il y a un collectif qui s'est créé, que nous avons voulu accompagner à tous les échelons, que ce soit au niveau territorial, avec les collectivités, notamment les départements qui se sont structurés, avec les syndicats d'énergie, mais aussi avec les filières, avec la Chambre d'agriculture, avec l'ADEME, évidemment, dont je salue le délégué régional. Bref, un collectif qui est la base même de la dynamique sur le bio-GNV, le biogaz et la méthanisation en général en Pays de la Loire. Cette ambition est d'abord portée à travers notre volonté de faire, à l'échéance de 2040, de faire des Pays de la Loire une région à énergie positive,
et donc de nous appuyer sur l'ensemble des atouts, que ce soit évidemment l'éolien terrestre ou maritime, que ce soit le photovoltaïque, mais aussi par rapport au potentiel et la richesse de l'agriculture et de la biomasse en général en Pays de la Loire, de faire en sorte que le biogaz ait toute sa part dans ces énergies renouvelables et dans ce mix énergétique. Notre ambition était, quand nous sommes arrivés en responsabilité à travers l'adoption de la feuille de route sur la transition énergétique, de multiplier presque par 3 pour arriver à 21% de production d'ENR en Pays de la Loire en 2021-2022, ce à quoi nous devrions arriver si les thermomètres n'évoluent pas dans le temps, c'est un petit clin d'œil par rapport à l'évolution des calculs du ministère de la Transition énergétique et solidaire. Cette ambition aussi, elle se porte dans le SRADET. Bref, il y a une ambition très forte sur les ENR. Et pour nous, une spécificité ligérienne qui s'appuie sur ce collectif par rapport au biogaz. Et encore une fois, une volonté de faire émerger des projets de territoire avec un relatif succès, puisque depuis en 5 ans, on a multiplié par 3 le nombre de méthaniseurs. On est passé de 39 en 2015 à près de 100 aujourd'hui. Qu'en 2020, c'est 15 nouveaux projets que nous avons accompagnés avec l'ADEME, parce que le collectif que j'évoquais au début de mon intervention porte ses fruits, que ça soit dans les dynamiques d'accompagnement avec le réseau L en l'occurrence, mais les réseaux énergie citoyenne en Pays de la Loire, l'accompagnement avec les associations de protection de l'environnement, qui font que grâce au dialogue, grâce au collectif qu'on a créé, grâce aux filières, grâce aux représentants du monde agricole, jusqu'à aujourd'hui, la dynamique de méthanisation était plutôt bien portée sur les territoires et on avait assez peu d'opposition. J'y reviendrai en conclusion de mes propos. Il va falloir peut-être que on revoie sur ce point-là notre vision pour faire en sorte que on arrive à positiver davantage et évaluer davantage les impacts pour valoriser le travail qui est fait sur le terrain. Mais c'est pas que la production pour nous. C'est vraiment une logique d'économie circulaire avec à la fois évidemment, comme je viens de le dire, la construction de méthaniseurs, mais aussi la distribution. Par exemple, on a fait en sorte que les distributeurs et les transporteurs de gaz puissent intégrer le réseau SMILE sur les réseaux énergétiques intelligents à travers le PIA3, puisqu'on est un territoire d'excellence, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Je ne fais que reprendre l'expression de l'appel à projet qui avait été lancé par le gouvernement à l'époque, pour déployer sur le territoire du Grand Ouest notre savoir-faire en matière, plutôt le savoir-faire des entreprises nigériennes et bretonnes, en matière de réseau électrique au départ intelligent et aujourd'hui énergétique, puisqu'on a intégré les gaziers. On a des rebours, des expérimentations qui ont été faites, des innovations nationales qui ont été testées sur notre territoire et qui confortent la dynamique sur la production, la distribution. Et puis le dernier élément essentiel, c'est évidemment la question des usages, avec là aussi un collectif porté avec les syndicats départementaux d'énergie, avec l'ADEME évidemment, avec l'ensemble des intercommunalités, la Fédération régionale des transporteurs, pour faire en sorte qu'on aménage, on structure à l'échelle régionale, voire interrégionale, dans le cadre du partenariat avec nos amis bretons, des stations de GNV, de bio-GNV, pour accélérer les usages. Et on voit que nous sommes arrivés aujourd'hui à 12 stations de GNV, alors entre 10 et 12, puisque les dernières sont en cours d'installation avec ce qu'on a connu depuis 6 mois, c'est forcément, il y a un peu de retard. Et il y a encore en projet en 2021 5-6 stations, ce qui devrait nous faire arriver à une vingtaine de stations en 2021-2022 pour irriguer l'ensemble du territoire régional et faire en sorte qu'on accélère dans les usages. Donc, production, distribution, usage, là on a mis en place un dispositif qui nous permet vraiment d'accélérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de multiplier par 3, les chiffres vous seront donnés dans la journée, en Pays de la Loire, et de faire de notre territoire un territoire, je pense, qui est assez en pointe sur ces sujets-là. Mais ça n'aurait pour nous, c'est donc un sujet énergétique, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à notre ambition et le mix énergétique régional. C'est aussi
une ambition d'innovation, comme j'ai dit, par rapport aux enjeux de la distribution intelligente, sans doute aussi des enjeux un peu qu'on est en train de tester dans le cadre de Smile sur le stockage du gaz dans les bâtiments, des choses un peu innovantes. Il y a sans doute aussi des choses par rapport à l'hydrogène à venir, on est en train d'y travailler. Bon, mais il y a une question d'aménagement du territoire aussi, parce que chaque fois qu'on investit un méthaniseur sur le territoire, c'est quelque part des investissements directs pour les territoires, c'est des entreprises qui bénéficient de ces travaux. Mais c'est aussi, et pour nous, et je veux le dire à Michael et au président de Patrice, combien pour nous le cluster est essentiel. Dès très tôt, dès 2017, on a été convaincus qu'il servait ça aurait été dommage de développer une filière d'excellence sur le gaz en Pays de la Loire, de créer une dynamique, d'injecter plusieurs millions. La région a injecté près de 20 millions en 5 ans sur le sujet. Évidemment, de mettre en place toute cette filière, si derrière, on ne structurait pas et on ne profitait pas des investissements pour créer une dynamique collective type cluster à travers un rassemblement de l'ensemble des acteurs du gaz pour développer nos entreprises ligériennes du Grand Ouest et faire en sorte que les dizaines de millions d'euros d'investissement, puisque quand vous faites 100 méthaniseurs en l'espace, en tout cas 70 méthaniseurs en l'espace de 5 ans, vous voyez bien que c'est entre 300 et 400 millions d'euros d'investissement, sans compter évidemment les stations GNV, la distribution et le transport. Donc derrière, c'est aussi notre volonté d'en faire un outil de développement économique de nos territoires qui est essentiel. Et puis je conclurai en disant, tout ça, ça n'a de sens que si il y a des hommes et des femmes qui portent les projets. Et les premiers d'entre eux, c'est évidemment les agriculteurs et le modèle agricole qui est derrière, avec une vraie exigence en Pays de la Loire qui est portée évidemment par nous, les collectivités, par l'ADEME et par d'autres partenaires, mais surtout par eux-mêmes, les agriculteurs, de faire des méthaniseurs de qualité. Une méthanisation vertueuse d'un point de vue environnemental et énergétique. Il n'est pas question d'oublier que l'agriculture, c'est d'abord l'alimentation et l'agroalimentaire, et que l'énergie, c'est un complément de revenu, c'est un complément d'activité, c'est un complément d'activité qui permet éventuellement d'avoir un impact sur, évidemment, les gaz à effet de serre, sur l'eau, et donc un effet vertueux. Mais n'oublions pas que tout cela, c'est d'abord porté par l'agriculture et les agriculteurs eux-mêmes. Et je voulais le souligner dans ma conclusion. Les hommes et les femmes de terrain qui portent les projets et qui sont à même de comprendre que la méthanisation et de porter que la méthanisation est une activité complémentaire. Et en ça, nous sommes complètement en phase en région, mais je pense que c'est l'ensemble des acteurs sur cette dimension-là. Ensuite, la méthanisation, quand je dis c'est des hommes et des femmes, c'est les élus de territoire, c'est les élus, les maires, les conseillers municipaux qui portent les territoires et qui sont les projets et qui, en lien avec les entreprises et les agriculteurs qui portent ces projets, les défendent dans une vision d'aménagement du territoire et font en sorte que on crée de l'activité, on fait en sorte de aménager le territoire dans toutes ses composantes et que ce ne soit pas les investissements ne se concentrent pas dans les agglomérations ou dans les métropoles. Et puis c'est aussi et je l'ai dit, c'est des retombées locales pour les hommes et les femmes qui vivent sur ces territoires. Et en cela, nous, on pense vraiment que la méthanisation doit perdurer et accélérer dans les années qui viennent. Et je terminerai là-dessus. Je veux terminer par une petite alerte, notamment par rapport à ce qui s'est passé sur d'autres régions. On voit très clairement, et parce que j'échange encore très très souvent avec mes homologues bretons, on voit émerger de plus en plus des associations dont le job, l'ADN est de s'opposer à tous les projets.
Donc je pense qu'il va falloir vraiment, en région Pays de la Loire, mais peut-être de manière générale, et pas uniquement sur la méthanisation, sur tous les sujets de NR, si on veut faire en sorte que le plan de relance ait ses effets, si on veut atteindre nos objectifs de région à énergie positive. Et quand je dis région, c'est un Est, puisque je préside la commission transition énergétique à Région de France avec mon homologue de l'Occitanie, Agnès Langeline. Vous dire combien il va falloir qu'on se mobilise, nous qui sommes persuadés que la transition énergétique se fait sur les territoires, nous qui sommes persuadés que il faut accélérer sur ces sujets-là pour faire en sorte... Je vous ai perdu là ou pas? Non? Non, si vous pouviez conclure, pour s'il vous faire, plaît, parce que monsieur je vois que tout le monde disparaît, c'est pour ça que je suis inquiet. Pour faire en sorte que, je vous prie de m'excuser, faire en sorte que on puisse porter les arguments auprès de nos citoyens, de montrer l'urgence à agir par rapport à l'atténuation au changement climatique, par rapport à l'urgence d'agir pour accélérer la transition énergétique. Sinon, je crains que on soit bien loin de l'ambition portée au niveau européen, français ou régional. Et en cela, je souhaiterais que on prenne conscience que la filière est en danger si on n'est pas en capacité d'objectiver les résultats, de valoriser ensemble les enjeux environnementaux, territoriaux, économiques, et montrer que la méthanisation fait partie pleinement de la croissance verte et qu'il y a un enjeu territorial extrêmement fort. J'ai une petite alerte qui fait qu'aujourd'hui, là où il y a encore un an ou deux, il n'y avait aucun souci ou très peu de soucis, à part vraiment les nimbistes, de porter en Pays de la Loire des projets de méthanisation de 30 à 40 000 tonnes. Le constat est fait depuis quelques semaines, depuis quelques mois, que c'est de plus en plus compliqué. On me sollicite de plus en plus pour soutenir des projets. Moi, je veux dire combien je pense qu'il y a une vraie rigueur dans la démarche des projets portés en Pays de la Loire, parce qu'il y a des collectifs, parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'il y a de l'ingénierie, et ça nous impose d'être sans doute plus rigoureux dans les argumentaires et dans la façon de porter les projets, mais ça nous contraint aussi à nous mobiliser davantage pour donner le sens de tout ça. Sinon, nos concitoyens ont parfois l'impression que on ne porte pas le sens de ces investissements sur le territoire, et donner du sens à ces investissements nous permettra peut-être de faciliter l'acceptation de ces projets. Voilà ce que je voulais dire en introduction, vous dire combien j'étais à la fois enthousiaste par rapport au travail qui a été fait et la mobilisation des acteurs, et la réussite du nombre d'inscrits aujourd'hui le prouve encore une fois, mais vous dire aussi combien nous avons besoin de nous mobiliser ensemble, peut-être réfléchir ensemble au niveau national, parce que je sais que le colloque aujourd'hui est ouvert très largement, pour voir comment on peut objectiver les enjeux de la méta, du biogaz, des usages, parce que je pense que c'est une vraie chance pour nos territoires, pour l'agriculture, ligérienne en particulier. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Je ne pourrai pas assister à l'ensemble des débats, mais vous dire combien les équipes de la région sont présents aujourd'hui et sont attentifs aux propos et aux propositions que vous pourrez faire durant toute la journée. Encore une fois, merci à Michael et toute l'équipe de Métatlantique. Merci, Monsieur Géraud. Merci vraiment. On a bien entendu l'appel de Laurent Géraud pour se remobiliser encore une fois sur cette filière méthanisation qui est en plein élan, en plein boom, en plein essor dans les Pays de la Loire, mais qui va nécessiter d'être très vigilant sur un certain nombre de points qu'on va aborder aujourd'hui. J'aimerais passer la parole à Franck Dumaître, qui va nous donner un peu le point de vue de l'ADEME au niveau régional sur, en fait, quel est son message auprès des entrepreneurs du biogaz. Quel est le message de l'ADEME aux entrepreneurs du biogaz en Pays de la Loire. Monsieur Dumaître, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme Laurent Géraud
Je suis particulièrement heureux d'être présent ce matin de manière virtuelle et particulièrement heureux de pouvoir participer à cette table ronde d'ouverture, même si c'est à distance. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer le soutien de l'État à travers l'ADEME à la filière méthanisation. C'est un soutien qui est historique, qui est important et qui est mené, en tout cas en Pays de la Loire, en parfaite complémentarité et en partenariat avec le soutien qui a été présenté par Laurent Géraud, le soutien de la région. Donc je rappelle que le soutien de l'ADEME se traduit en 4 axes. Un axe important et essentiel encore aujourd'hui qui est le soutien à la recherche et au développement. Vous savez que depuis 2007, l'ADEME conduit un appel à projet qui s'appelle GREN, qui permet de soutenir la recherche et le développement de la filière et de l'optimiser. Et puis le programme Investissement d'avenir permet également d'accompagner l'innovation de la filière. Et je voulais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous signaler que nous avons lancé fin septembre un appel à projet très important et bien doté pour faire émerger des solutions industrielles innovantes, encore une fois, qui vont permettre de faire évoluer encore la filière, mais aussi tout ça dans un objectif de baisse des coûts. Donc je profite de l'occasion pour vous le signaler, puisque Laurent Géraud, et je partage son propos, compte sur la filière pour aller sur du développement économique. Je pense que le développement économique de la filière passe aujourd'hui et encore par l'innovation. Alors, le deuxième axe du soutien de l'ADEME est le soutien à la structuration globale de la filière. Pour ce faire, je le rappelle, nous animons avec la région le comité régional méthanisation qui permet de réunir régulièrement les acteurs et d'échanger avec eux. Dans ce cadre, on travaille avec les principaux acteurs de la filière, notamment les gaziers que je salue à cette occasion, GRDF et GRT Gaz. Et puis, sur la structuration de la filière, nous avons un soutien historique à l'association L, dans le cadre du plan biogaz interrégional. Et plus récemment, aux côtés de la région, nous avons décidé de soutenir le cluster métatlantique, puisque effectivement, il est important de soutenir la structuration de la filière en intégrant ce qu'a dit Laurent Géraud, et j'y reviendrai, des enjeux de qualité et de concertation autour des projets. Troisième axe de notre soutien, c'est la réalisation d'études. C'est sur cet axe, par exemple, qu'en 2019, nous avons conduit une étude sur les modèles économiques autour des projets. Et cette étude permettra d'alimenter les débats lors d'une table ronde en fin de journée à laquelle Jean-François Blot de mon équipe participera. Enfin, dernier axe et non des moindres, le soutien au projet de méthanisation. Quelques chiffres qui montrent l'importance du soutien de l'ADEME en termes d'aide à l'investissement. Depuis 2007, nous avons soutenu au niveau national plus de 1000 projets, ce qui correspond à un budget de 375 millions d'euros, ce qui est pas négligeable. Donc on a vraiment soutenu le développement économique de la filière et ça correspond à un peu plus de 2,7 milliards d'investissements au niveau national soulevés grâce à ces aides à l'investissement. Et plus particulièrement en Pays de la Loire, en partenariat avec la région, nous avons soutenu en 2020 15 nouveaux projets cette année dans le cadre de notre appel à projet. Alors, ce soutien, il est en constante évolution ces dernières années. Je tiens à souligner qu'il est complémentaire au tarif d'achat. C'est la seule filière énergie renouvelable qui bénéficie à la fois de subventions et d'un tarif d'achat. Donc, c'est quand même à noter. Donc, ce soutien, je le disais, il a été en constante évolution ces dernières années, augmentation. Et cette année, il atteint au niveau de l'ADEME 50 millions d'euros.
au niveau national, dont 4 millions pour la région Pays de la Loire, ce qui est un investissement, encore une fois, très important pour la direction régionale de l'ADEME. C'est un investissement qui est cohérent avec le développement de la filière. On est bien d'accord que ça a permis de soutenir le développement. Ceci étant, force est de constater, et c'est un constat qu'on a fait il y a déjà 2-3 ans, que ce soutien n'est plus à la hauteur du développement de la filière. Nous n'arrivons plus à soutenir tous les projets qui nous arrivent et qu'il faut absolument, et là ça fera l'objet des débats de ce jour, favoriser la baisse des coûts. Donc là je fais le lien avec le soutien à l'innovation et puis diversifier les sources de financement, qu'elles soient publiques mais aussi privées. Alors une perspective pour l'avenir, pour conclure, je vous informe que nous allons relancer, nous avons proposé à la région d'en être partenaire, nous allons relancer un appel à projets en 2021 pour continuer à soutenir les projets. Ceci étant, en lien avec ce que je viens de dire et en lien avec ce que Laurent Géraud disait également, nous allons avoir un œil attentif d'une part à la qualité des projets. Donc nous allons intégrer de nouveaux critères dans notre sélection sur la qualité des projets en intégrant par exemple le label Calimeta. Et puis nous allons avoir un œil renforcé sur le dispositif de concertation autour des projets puisque comme Laurent Géraud a pu le citer, nous sommes également alertés et l'actualité en est la preuve sur des éventuels défauts de concertation autour du montage de certains projets qui sont compliqués à gérer projet par projet, mais qui peuvent être très compliqués à gérer pour la filière à l'avenir. Donc notre souhait n'est pas de déconstruire ce qu'on a mis quelques années à construire, donc nous devons ensemble être attentifs d'une part à la qualité des projets, donc ça c'est le cas depuis des années, mais aussi et de plus en plus, ça concerne la filière méthanisation aujourd'hui, mais ça concerne globalement toutes les filières énergie renouvelable. Nous devons particulièrement être attentifs à la concertation autour des projets pour ne pas prendre de risques pour l'avenir. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre invitation et je vous souhaite également une excellente journée. Merci Franck Dumaître, merci beaucoup. Eh bien, maintenant, ça va être le tour de Michael. Michael qui est à la fois l'organisateur et bien sûr le grand animateur de cette journée. Et donc, il va nous faire un peu le bilan de l'action du cluster Métatlantique principalement sur l'année 2020. Puisque aujourd'hui, vous avez bien compris, cette première séquence est une séquence en fait d'ouverture qui permet d'avoir une idée claire du paysage du développement biogaz à l'échelle des Pays de la Loire, et puis on verra plus tard à l'échelle un peu nationale. Voilà, donc c'est l'actualité. Donc l'actualité, Michael, c'est quoi ? Merci beaucoup. Effectivement, alors bilan, justement, l'idée est plutôt de montrer dans quel élan nous sommes partis à travers le cluster Métatlantique, puisque c'est une initiative quand même relativement récente. Et Laurent Géraud l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, fin 2017, la région rédigeait sa feuille de route de transition énergétique et sollicitait un certain nombre d'entreprises pour venir y contribuer. Et constat fait par un certain nombre d'entreprises de la filière en Pays de la Loire qu'il n'y avait pas d'instance véritablement existante pour représenter ces entreprises et pouvoir porter leur voix. Alors porter leur voix à l'externe, évidemment, auprès des différents acteurs et partenaires régionaux, mais également aussi en interne, pouvoir travailler ensemble et pour finalement ne pas subir et préparer l'avenir économique et écologique aussi également. Ça fait partie des choses qui ont été relevées par Laurent Géraud, pouvoir savoir muter, s'adapter dans une filière quand même relativement récente. Et ça, évidemment, c'est des éléments sur lesquels on peut travailler, pas dans son coin, mais forcément dans un cadre collectif, afin de permettre
afin de permettre de pouvoir répondre tous ensemble à ces enjeux. Et ça a été l'objet en 2018 justement de la création du cluster par une dizaine d'entreprises, dont les gestionnaires de réseau GRDF et GRT Gaz, très impliqués également, donc qui ont créé cette instance Méta-Atlantique, qui entre 2018 et 2020 a pu mettre en place des événements, des forums justement comme on a aujourd'hui et différentes d'autres actions, mais uniquement par justement l'implication de ses adhérents et le temps passé par ses adhérents dans une filière, vous le savez, avec une activité très forte. Et donc Laurent Géraud et Franck Dumaître pour le Conseil régional et l'ADEME l'ont expliqué. Depuis 2020, on a la chance d'avoir un financement particulier, un soutien particulier pour nous permettre de réaliser ces actions collectives, à la fois dans un contexte de développement économique et puis également d'intérêt général. Et je remercie également la Chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire qui nous soutient depuis 2019, notamment à travers la mise à disposition de moyens et qui nous accueille aujourd'hui à la CCI, donc Pays de la Loire. Voilà, les adhérents Méta-Atlantique, justement, vous les voyez qui apparaissent sur votre écran, donc parti d'une dizaine d'adhérents en 2018, c'est aujourd'hui, à cette date, en fin 2020, près de 40 entreprises qui sont aujourd'hui véritablement adhérentes, avec quelques-unes déjà qui souhaitent candidater et être adhérentes pour l'année 2021. Voilà. Assistant à maîtrise d'ouvrage, constructeur, développeur, bureau d'études, dans les bureaux d'études à travers un large panel de spécialités, justement, des fabricants de composants, des fabricants de logiciels notamment, des assurances, des banques, du recrutement spécialisé aussi à travers certains cabinets, vous le voyez. Cette filière, elle a une pluralité, un foisonnement et une transversalité, justement, et on essaie de la représenter à travers ce qu'on fait dans le cluster. Donc toutes ces entreprises-là sont établies en Pays de la Loire, soit leur siège social ou éventuellement une agence aussi, puisqu'il y a un intérêt à un développement économique local et des emplois sur nos territoires. Et demain, pourquoi pas, hein, justement, un élargissement, et c'est des choses qui sont dans l'ADN du cluster et qui sont d'ores et déjà écrits, un élargissement de ces adhérents, pourquoi pas vers des exploitants, justement, des collectivités aussi qui veulent, et Laurent Géraud l'évoquait tout à l'heure, accueillir sur leur territoire justement des unités de méthanisation ou des organismes de formation. Voilà, venez nous rencontrer justement pour qu'on puisse se poser les bonnes questions ensemble. Voilà, je vais passer assez vite sur les axes de promotion, nos axes d'action justement. Voilà, vous les voyez apparaître sous vos yeux, hein, mais évidemment promouvoir pour mettre en valeur la place du gaz, la place du méthane renouvelable dans la transition énergétique. C'est effectivement beaucoup moins connu, hein. Je parle aussi du grand public versus les énergies renouvelables électriques, mais elles composent bien évidemment ce mix énergétique, donc il faut le faire savoir. Et aussi mettre en valeur les différentes entreprises qui la rendent concrète. Professionnaliser, évidemment, l'enjeu est très fort, ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises, effectivement, la formation, les démarches de qualité, la sécurité sur les installations, et tout ça se fait aussi par des partages d'expérience. L'innovation, on a tous évidemment la tête dans le guidon en ce moment, hein, avec une activité très forte, mais il convient de pouvoir susciter l'innovation, augurer l'unité de méthanisation, les unités de méthanisation de demain et les autres moyens aussi de produire du méthane renouvelable et représenter la voix des entreprises et des acteurs dans les différentes instances. Ça a déjà été évoqué. Voilà, ici les différents thèmes aussi justement qu'on essaie de pousser au sein de l'association. Alors voilà, hein, ils représentent déjà un certain nombre de sujets qu'on a déjà évoqués et c'est effectivement l'enjeu de pouvoir avancer sur ces sujets. Je vais faire un tout petit fou. Pardon ? Ouais, on les a perdus là. Ouais. Allô ? Ils sont figés au centre de l'écran là, mais... En régie, là, je vous demanderai s'il vous plaît de pouvoir couper la... Est-ce que tu vois sur YouTube aussi, Jean, en parallèle? Ouais, je vois sur YouTube, ils sont figés. En régie. Ils sont figés aussi? Ah, tout est planté alors.
Alors à tout niveau évidemment, à tout état d'avancement, de l'émergence jusqu'à une mise en service proche, pour tous ces projets. Donc vous le voyez, c'est quand même un nombre assez important. Laurent Géraud l'évoquait tout à l'heure, on est à peu près à une centaine de projets aujourd'hui en service sur le territoire. Et dans les 3 ans, potentiellement, ça pourrait être ce nombre de projets, avec une médiane de ces projets à 120 normomètres cubes et une moyenne à 224 normomètres cubes. Et effectivement, on peut apercevoir à travers cette tendance qu'il y a un certain nombre de projets un peu plus importants en Pays de la Loire qui permettent de faire remonter la moyenne des capacités de production maximales de ces projets. Donc on a voulu être optimiste et regarder dans quelle mesure ces projets peuvent être justement ce qu'ils vont pouvoir créer comme valeur. Donc si on a travaillé avec les banques justement là-dessus pour regarder un petit peu les ratios et les capex, on peut apercevoir que si tous ces projets vont au bout, on arrive à presque 1 milliard d'euros d'investissement capex, ce qui est quand même commence à représenter une somme très importante. Et on évoquera tout à l'heure, lors de la séquence financement, les enjeux qui sont liés justement au financement de ces installations et des charges d'exploitation annuelles fin 2023 qui représenteront 110 millions d'euros et un chiffre d'affaires généré par la vente de ce biométhane de 226 millions d'euros. Alors on parle uniquement, d'ailleurs, je reviens d'unités de méthanisation en injection pour ce chiffre. Et voilà, pour terminer aussi là-dessus, je voulais faire une petite slide sur la production d'énergie, 2,23 TWh. Ce sera 13% si toutes ces unités vont au bout et produisent à leur maximale. Ce sera 13% de la consommation régionale de gaz naturel. Donc on peut voir que ça commence à être très représentatif. Si je ne m'abuse, on dépasse fortement les objectifs de la PPE, ou en tout cas avec une avance de phase assez importante. Évidemment, il est très probable que ces projets n'aillent pas tous au bout, ou pas dans le timing aujourd'hui qui est évoqué. Mais évidemment, c'était important de pouvoir vous donner un petit peu cette perspective avec tous les enjeux derrière, évidemment, d'acceptabilité, de financement, de mise en valeur du digesta, de regarder tous les enjeux qui sont face à nous et de pouvoir travailler ensemble sur leur développement. Voilà, et c'est des sujets qu'on va évoquer dans la journée. Je vais laisser rapidement la main, je vois le temps qui passe effectivement, et cela passe assez vite. Je vais laisser la main à Arnaud pour nos prochains intervenants. Merci Mickaël, merci. Oui, on va aborder maintenant 2 points clés pour continuer à faire le tour de ce paysage biogaz, parce que la situation est à la fois très, on dirait pas euphorique, mais très encourageante, en Pays de la Loire, et en même temps, il y a des inquiétudes du côté, par exemple, des tarifs, voilà, du côté de l'actualité tarifaire. Donc on va en parler donc, avec Jean Lemestre de France Gaz Renouvelable. Moi, j'ai noté sur le site une phrase qui m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si vous m'écoutez, monsieur Lemestre, mais vous avez parlé d'une situation pouvant mener à l'arrêt de la filière méthanisation à l'horizon 2022-2023. Donc on n'écrit pas ça à la légère, j'ai trouvé ça un peu inquiétant. Le tableau est-il si noir? Monsieur Lemestre, êtes-vous avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bon, écoutez, c'est parfait. Donc, effectivement, on a un tarif qui est en vigueur depuis 2011. Vous voyez, c'est même, à mon avis, un record d'avoir un tarif qui a duré une dizaine d'années. Actuellement, il y avait des discussions en cours avec les pouvoirs publics pour, disons, mettre en place un nouveau tarif avec un nouveau décret et un nouvel arrêté tarifaire. Et c'est vrai que il y a un mois ou deux, finalement, on a vu sortir un projet de décret avec des dispositions qui étaient un peu différentes de ce qu'on avait discuté jusqu'à présent et qui nous a fort inquiétés. Bon, et c'est la raison pour laquelle on est intervenu, France Gaz Renouvelable bien sûr, mais aussi d'autres associations assez fortement pour essayer de corriger le tir. Alors, en fait, je vais peut-être vous présenter très succinctement les contours de ce nouveau tarif. Ce nouveau tarif, voilà, sa signature est imminente. Il est passé en Conseil supérieur de l'énergie.
et on a pu faire un certain nombre d'adaptations malgré tout par rapport à ce que la DGEC proposait. Alors, le premier point, c'est que c'est un tarif qui privilégie les effluents d'élevage. Vous savez que l'ancien tarif injection, contrairement au tarif cogénération, avait une prime pour tous les intrants agricoles et notamment les cives. Et cette prime dite P2 n'existe plus dans le tarif actuel et le tarif actuel est exactement calé sur la structure du tarif cogénération. Ça, c'est une première différence importante. Et la deuxième différence importante du tarif actuel, c'est que ce tarif, comme le tarif du photovoltaïque et la plupart des nouveaux tarifs qui sortent maintenant, les tarifs de soutien aux ENR, il va avoir un coefficient d'ajustement, c'est-à-dire que si les volumes mis en service, contractualisés plus exactement, dépassent la trajectoire de la PPE, eh bien, le tarif sera automatiquement revu à la baisse de manière à ce que par un ajustement du niveau du tarif, on reste bien sur la trajectoire de la PPE. Le troisième point, c'est un durcissement des conditions d'obtention du tarif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut signer le tarif assez tôt dans le processus finalement d'avancement du projet. Demain, il faudra avoir obtenu un dépôt conforme de son dossier ICPE et avoir obtenu son permis de construire. Et puis, l'autre différence importante et qui s'applique rétroactivement aux tarifs qui ont été signés dans le cadre du contrat de 2011, c'est la limitation à 30% ou à 100 MWh de l'augmentation de capacité par rapport à la souscription initiale. Bon, on a aussi un point qu'on a beaucoup discuté avec la DGEC qui était d'aller vers une annualisation du CEMAC. C'est quelque chose d'assez technique qui permet aux producteurs de produire finalement un peu plus certains mois plutôt que d'avoir une production qui soit parfaitement régulière tout au long de l'année. Et ça, c'est quelque chose qu'on devait obtenir et finalement qu'on n'a pas obtenu. On espère éventuellement que cette disposition sera introduite dans le cadre du tarif cible qui devrait sortir après les échanges avec la Commission européenne et la notification à la Commission européenne de ce nouveau tarif. Ce nouveau tarif, en fait, qui va sortir de façon imminente, c'est un tarif transitoire dont la durée d'application sera limitée à la période pendant laquelle l'État français va discuter avec la Commission européenne de la notification de ce nouveau tarif. Bon. Et puis, un point un peu plus technique, c'est que dans les délais, on a intégré le problème des recours contentieux. Avec le développement des contentieux, comme on en parlait précédemment, c'est un point qui est important. Et puis, en plus des tarifs agricoles, il y a eu aussi un nouveau tarif pour les STEP et les ISDND. Donc, effectivement, voilà, on ouvre un peu une nouvelle page. Alors, je vous ai parlé des principes généraux. Le plus important, c'est peut-être de parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire finalement de vous dire quel est le niveau de ce tarif. Alors c'est ça la principale nouvelle et peut-être la principale mauvaise nouvelle, c'est que ce tarif est en baisse pour les installations qui n'ont pas d'effluents d'élevage par rapport à la situation actuelle de 10 à 15%, hein, vous le voyez sur ce tableau, et la baisse est de l'ordre de 1 à 7% pour les projets qui auraient le maximum, c'est-à-dire 60% d'effluents d'élevage. Donc en fait, en réalité, on a une baisse qui est aux alentours de 10% en moyenne, hein, et c'est quand même une vraie préoccupation. Alors bien sûr, la filière avait indiqué qu'on était engagé dans une spirale vertueuse de baisse des coûts, mais ce qui nous a fait réagir, c'est que cette marche initiale est quand même importante. Elle n'est pas inatteignable, mais elle est importante. Et on est relativement attentif parce que la Creux notamment a considéré que la rentabilité de 10% qui était prise en compte pour calculer ce nouveau tarif était un peu excessive de son point de vue. Alors elle a comparé avec d'autres tarifs mais qui ne supportent pas du tout les mêmes risques et donc nous on ne partage pas du tout cette analyse
Et si effectivement le taux de rentabilité devait à nouveau baisser, le tarif baisserait à due concurrence. Vous voyez, une baisse de l'ordre de 2%, ça fait une baisse de 2-3%, ça fait une baisse additionnelle de l'ordre de 10% sur le tarif. Voilà. Donc, effectivement, je pense que ce nouveau tarif, ça sera sans doute pas, un coup d'arrêt définitif, mais c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles c'était un souci. La première, c'était parce qu'il y avait cette marche initiale que je vous ai décrite. Et puis la deuxième, parce qu'il y avait un mécanisme d'ajustement à la baisse. Et que pour industrialiser la filière, nous, on souhaitait avoir des volumes additionnels par rapport à la PPE. Et les volumes de la PPE nous paraissaient relativement étroits pour permettre un véritable développement et une véritable industrialisation de la filière. C'est pour ça que les différentes composantes de la filière ont réfléchi, et c'est la slide suivante, à un mécanisme extra-budgétaire qui permettent de continuer, notamment pour les gros projets, parce que ce que je vous ai pas dit, effectivement, c'est que ce tarif était limité aux projets jusqu'à 300 MWh par an, et que les projets situés au-delà feront l'objet d'un appel d'offres. Et donc, Engie a proposé un mécanisme extra-budgétaire qui permettent de financer les appels d'offres et qui donc permettrait éventuellement de réserver une part plus importante du mécanisme de soutien actuel prévu dans le cadre du budget au guichet ouvert, c'est-à-dire au contrat. Alors, ce que vous voyez, le mécanisme imaginé par Engie et qui va faire l'objet d'une consultation publique organisée par la DGEC, c'est un mécanisme qui repose sur une obligation de financement des fournisseurs, obligation qui sera bien sûr répercutée aux clients, donc on n'invente pas de l'argent nouveau, c'est de l'argent qui sera supporté par les consommateurs, mais qui viendra alimenter un fonds qui permettra par appel d'offres de faire émerger de nouveaux projets et d'avoir des nouvelles productions, des nouvelles installations de production de biométhane. Alors, ce mécanisme d'obligation de financement des fournisseurs, vous voyez, il irait vers un système qui est assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire appel d'offres et guichet ouvert, et finalement assez similaire à ce que l'on connaît. Bon, dans le temps qui nous est imparti, je ne vais pas le développer, je vais juste dire qu'en complément, alors on va passer à la slide suivante, il y a d'autres mécanismes qui ont été imaginés. Un mécanisme qui a été imaginé par l'Anode, un autre fournisseur, qui est à peu près similaire à celui d'Engie, à la différence que l'obligation de financement des fournisseurs, au lieu d'alimenter directement un fonds, passerait par les gestionnaires de réseau et qui serait collecteur de l'obligation de financement des fournisseurs pour, après, alimentant le fonds et servirait d'intermédiaire au niveau de la collecte. Et également, un mécanisme qui a été proposé par la DGEC elle-même, qui y a réfléchi, qui est un mécanisme d'obligation d'incorporation avec un système de certificat vert. Alors, ce système, son principe, c'est un peu analogue à ce qui existe aujourd'hui pour les carburants liquides de première génération, où les fournisseurs, quand ils vendent une certaine quantité d'essence, sont obligés d'avoir un minimum de carburant renouvelable incorporé dans leur carburant fossile. Aujourd'hui, c'est 7,5% de carburant renouvelable qui doit être incorporé dans votre carburant fossile. Et donc, on irait vers un mécanisme un peu analogue pour le gaz renouvelable, avec une obligation d'incorporer du gaz renouvelable à tous les gaz produits. Et c'est ce mécanisme-là qui a été imaginé par la DGEC. Alors, ces trois mécanismes vont faire l'objet d'une consultation publique. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que ces mécanismes sont assez complexes, nécessitent bien sûr une phase législative, une phase de mise en œuvre, et il ne faut pas espérer, c'est une très bonne nouvelle d'abord que le gouvernement étudie ça et trouve de nouveaux moyens de financement pour le biométhane,
Mais il faut avoir à l'esprit que ces mécanismes ne pourront pas émerger avant plusieurs années. Je dirais, à mon avis, au moins 3, 4, peut-être 5 ans. Enfin, en tout cas, un minimum de 3 ans, c'est certain. Entre, je dirais, maintenant et les premières installations qui pourraient voir le jour et le moment où elles se coupleraient au réseau. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé de résumer rapidement l'actualité des mécanismes de soutien avec finalement l'actualité brûlante du guichet ouvert et les perspectives un peu plus lointaines avec les mécanismes extra-budgétaires. Merci de ce point très clair, Monsieur le Maistre, sur ce dispositif un peu complexe. Hein. C'est un deuxième point d'actualité, dernier point d'actualité qu'on va aborder maintenant pour cette séquence, c'est le droit à l'injection, c'est-à-dire bien sûr la possibilité de distribuer notre biogaz partout sur le territoire dans la mesure du possible. Nous avons demandé à Jean-Marc Legall, directeur biométhane de GRT Gaz, de faire le point sur cette question de l'accès au réseau pour les producteurs de biogaz. Voilà, Jean-Marc Legall, est-il avec nous? Bonjour. Voilà. Bonjour, Monsieur Legall. Je vous laisse le soin de continuer. Oui. Alors, à mon tour, je suis particulièrement heureux d'intervenir en introduction de cette journée du cluster Métatlantique. Cette journée est clairement l'illustration de la construction d'une dynamique territoriale et à ce titre, GRT Gaz et l'ensemble des opérateurs de réseau souhaitent vraiment apporter un soutien plein et entier à la construction de cette dynamique. Le sujet spécifique sur lequel je vais faire un petit focus en introduction ce matin, c'est effectivement le déploiement du droit à l'injection, déploiement qui est désormais concret depuis 1 an environ, et donc sur lequel on peut faire un point d'arrêt pour être précis sur les réalisations concrètes que ça permet en termes d'adaptation des réseaux. Est-ce que vous m'entendez? Juste parce qu'on a très peu de temps, et si vous pouviez, s'il vous plaît, aller droit à l'essentiel. Je suis désolé, vous êtes le dernier de cette séquence. C'est un point très important, l'injection, mais je vous demanderai d'être très concis. Merci. Ouais. Alors. Je vous en prie. Je vois pas mes slides là qui défilent. Voilà. Donc le contexte dans lequel s'inscrit le déploiement du droit à l'injection, c'est un contexte de forte croissance de la filière biométhane. On le voit en bas à gauche ici, en 2020, on est aujourd'hui à 1,5 TWh injectés nationalement, ce qui représente d'ores et déjà largement plus que ce qui a jamais été injecté sur le réseau français en une année complète. Cette quantité injectée, elle est adossée à des capacités en service qui, on le voit en haut à droite ici, sont en forte croissance avec 3 TWh raccordés aujourd'hui dans l'ensemble des régions. Et ces 3 TWh ne sont que le début d'une dynamique parce qu'on le voit en bas à droite, la capacité totale qui est susceptible d'être raccordée au réseau est-elle aujourd'hui de 26 TWh. Donc l'écart manifeste entre les 3 TWh qui sont installés et les 26 qui sont en projet à divers stades de maturité montre qu'on a clairement un enjeu de s'adapter à une vague à venir de projets et c'est clairement l'objet du droit à l'injection. Alors le droit à l'injection, pour être concis, il a différentes facettes, mais au slide suivant, si on considère les projets au stade de leur émergence, ce droit à l'injection, en fait, conduit l'ensemble des opérateurs sur le territoire, dès qu'un projet émerge, à s'accorder à moyen terme sur ce qu'est un schéma optimal de réseau pour permettre l'essor du biométhane dans une zone donnée. C'est ce qu'on appelle un exercice de zonage, c'est vraiment la pierre angulaire du droit à l'injection. On voit ici, sur la carte présentée sur ce slide, qu'on a environ sur le territoire 500 zones sur lesquelles cet exercice sera réalisé progressivement par les opérateurs de réseau. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 88
de ces 500 zones ont été traitées par les opérateurs qui ont convergé sur ce qui leur semblait être le schéma optimal et que cette convergence des opérateurs sur un schéma qui donne de la visibilité aux porteurs de projets sur ces zones, ça conduit à avoir identifié 200 millions d'euros d'investissements mobilisables pour adapter les réseaux à l'essor des projets. Ces 200 millions d'euros liés à ces 88 zonages, c'est que le début. On a plus de 100 zonages supplémentaires qui sont actuellement à l'étude entre nos équipes et qui, dans les mois à venir, c'est pas une question d'année, hein, dans les mois à venir, ces zonages seront soumis à la Commission de régulation d'énergie afin de stabiliser ce qu'est un schéma optimal de réseau et d'assurer ainsi des exutoires fiables aux porteurs de projets. Je le dis à nouveau, dès le stade de l'émergence du projet. C'est ça qui est clé dans le droit à l'injection, c'est que dès qu'un projet demande une étude détaillée chez GRDF ou une étude de faisabilité chez GRT Gaz, c'est la même chose. Les opérateurs se rassemblent et définissent ensemble les schémas optimaux de réseau. On n'est pas dans l'improvisation, on est vraiment dans le déroulé d'un schéma organisé et les opérateurs sont pleinement mobilisés pour cela. Alors, sur le stade suivant, on souhaite aussi insister sur un des volets clés de ce droit à l'injection, qui est le fait que ces exercices de zonage, qui se réalisent donc zone par zone, typiquement une zone c'est 5 à 10 cantons sur le territoire, comportent aussi une séquence de concertation locale qui certes est rapide, mais a vocation dans les mois à venir à être plus largement anticipé pour justement avoir un temps d'échange avec plusieurs entités importantes du point de vue déploiement des réseaux sur le territoire. On cite notamment les AODE, les communes et les chambres d'agriculture. L'idée étant de solliciter ces différentes entités dans une logique de mieux connaître ou d'affiner la connaissance du potentiel du territoire. Parce que les études réalisées par les opérateurs de réseau, elles ont pour but de déterminer des schémas optimaux pour accueillir le potentiel du territoire. Mais ce potentiel de territoire, nous pensons, et c'est inscrit dans le droit à l'injection, que c'est localement qu'il est bien sûr le mieux connu par les entités que je viens de citer notamment. Donc aujourd'hui, cette séquence de concertation, elle est vraiment importante pour nous pour que le zonage soit basé sur la meilleure connaissance à notre disposition du potentiel du territoire. Et on a pleinement conscience, opérateurs de réseau, que la durée actuelle rapide, qui est avant tout motivée par la nécessité de répondre rapidement aux porteurs de projets sur le schéma de réseau qu'on lui propose, on a clairement vocation à l'étendre en anticipant plus ce type d'échange. Alors concrètement, cette adaptation de réseau, à quoi elle ressemble? On peut voir au stade suivant, et M. Géraud l'évoquait également en introduction. Pratiquement, en fait, adapter les réseaux, c'est très concret. En région Pays de Loire, à Pouzauges, où l'un des premiers rebours de France a été mis en service à la fin de 2019. Un second rebours existe également en Bretagne, à Noyal-Pontivy, et ces deux réalisations industrielles concrètes préfigurent un peu ce que sera le déploiement des adaptations de réseau dans l'avenir. Les adaptations de réseau ne sont pas seulement la mise en place de rebours, qui consiste à désaturer des zones de distribution saturées en émissions de méthane, notamment en général l'été où la consommation est faible, en faisant remonter le gaz correspondant sur le réseau de transport, mais les renforcements de réseau déployés dans le cadre du droit à l'injection peuvent aussi être des maillages intercommunes qui, connectant différentes zones de consommation, permettent aussi d'assurer un exutoire aux porteurs de projets. Parce que c'est toujours la même logique, hein, le droit à l'injection, c'est d'assurer des exutoires et de donner de la visibilité sur ces exutoires qui sont construits par les opérateurs de réseau. Alors, ces premières réalisations concrètes sur Pouzauges et sur Pontivy, on voit sur le slide suivant qu'elles ont vocation à être suivies dans les années à venir par de nombreuses autres. Je décrirai pas chacun des projets, mais aujourd'hui, le travail conjoint des opérateurs de distribution qui identifient GRDF, en l'occurrence qui identifient
les principales zones de saturation, et GRT Gaz qui déploie les installations de compression pour remonter sur le réseau de transport ou injecter sur le réseau de transport le biométhane excédentaire. Donc ces travaux conjoints ont conduit à identifier et à faire valider par la Commission de régulation de l'énergie plus d'une vingtaine de projets. Donc les projets de Pouzauges et de Pontivy ne sont que le début d'une longue série. Au niveau des maillages entre réseaux de distribution, les travaux conjoints ont également permis d'identifier de nombreuses configurations où ce maillage est la solution optimale pour offrir des exutoires aux porteurs de projets. Ces situations de maillage sont très nombreuses, donc je ne serai pas en mesure de les détailler. Et nos collègues de la distribution, GRDF en l'occurrence dans la plupart des cas, mais d'autres distributeurs également, mettent en œuvre sur le terrain très concrètement le déploiement de ces maillages, comme nous mettons en œuvre le déploiement des rebours. Et puis enfin, dernier point, et dernière facette du droit à l'injection que je souhaitais mentionner ce matin, parce qu'il est important pour les porteurs de projets, c'est que ce droit à l'injection a rendu possible et a défini des règles pour que différents projets mutualisent certains objets de réseau. Les tronçons, par exemple, peuvent être aujourd'hui payés par plusieurs projets qui seraient susceptibles de s'y raccorder, et on sort de la logique qui était la logique précédente, où le premier projet qui émergeait sur le territoire devait payer l'intégralité de ce tronçon, alors que pourtant on savait qu'il allait potentiellement dans le futur être mutualisé. Aujourd'hui, on a défini un système, et ce système est clair dans le droit à l'injection, qui permet à chaque projet de payer une quote-part, et globalement, on abaisse les coûts pour chacun des projets, et on a ainsi de bonnes chances de faire émerger ces ensembles mutualisés. Donc, 3 messages en conclusion, et j'espère que j'aurai été assez concis, c'est que les méthodes et les outils qui mettent en pratique le droit à l'injection sont désormais clarifiés. On n'est pas en train de définir ou d'avoir des interrogations sur la façon de faire. On a des règles claires et l'enjeu, c'est leur déploiement. Pour ce déploiement, justement, les opérateurs de réseau, de transport comme de distribution sont pleinement mobilisés et côte à côte pour réaliser les zonages et les investissements associés. Et on l'a vu, c'est déjà concret sur un certain nombre de sites. Globalement, notre lecture de ce droit à l'injection aujourd'hui, c'est qu'il permet une vraie planification cohérente des adaptations du réseau pour un développement du biométhane qui soit à la fois dynamique, ça c'est ce qu'on a vu en tout début d'intervention, et raisonné, car il s'agit aujourd'hui de réaliser cela dans un cadre qui permet d'aller à l'optimum. Voilà ce que je voulais dire sur le déploiement du droit à l'injection. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Le Gall. C'est là que se vérifie pleinement l'engagement de GRT Gaz dans l'essor, le développement du réseau biogaz.